Puis ce qui est triste, c'est que les gens qui se font prendre à froid après, ils disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Je le regarde à froid, puis ça n'a pas d'allure. Dans quoi j'ai embarqué? On voit de plus en plus là, des fraudeurs qui sont des professionnels de la fraude. Il y en a toujours eu, mais je pense que là, c'est à grande échelle. Je disais, le nombre d'appels qu'on a par rapport à ça est énorme. Puis ça continue. Là. Nos chiffres de 2025, on vient de dépasser ceux de la dépassation de novembre. Être enquêteur, moi, je pense que c'est quelque chose que tu as dans toi. Oui, ça s'apprend. Il y a plein de techniques, il y a plein d'affaires, mais de base, là, c'est souvent quelque chose qu'on a en soi. Puis moi, je trouve que c'est un métier fantastique. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de L'Argent vous parle. Aujourd'hui, un podcast en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers du Québec. Vraiment plaisant. Ça envoie un gros message. Ils veulent se rapprocher des jeunes, faire l'éducation, sensibiliser. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Là. Merci de votre confiance. Aujourd'hui, vous savez, dans le podcast, on fait notre possible pour rendre la finance sexy. Aujourd'hui, on va parler de fraude financière. C'est un sujet qui est un peu moins sexy, mais on va le rendre sexy. Parce qu'à mes côtés, j'ai Hélène Guilbeault, qui est enquêtrice, qui est coordonnatrice. Oui, je suis enquêteur coordonnateur à l'AMF. Je vais te laisser te présenter. Je pense que ça va être plus simple. C'est bon. Donc oui, c'est ça. Je suis enquêteur coordonnateur à l'AMF. Je fais partie de l'équipe des cyber-enquêtes partenariats. Puis j'ai une spécialité dans les dossiers liés aux crypto-actifs. Donc, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait longtemps. Ça fait 28 ans que j'étais à l'AMF. C'était la CVMQ pour moi auparavant. 15 ans aux enquêtes. Puis comment tu atterris dans un poste comme ça? Parce qu'il y en a plein à l'université, puis on se fait pas vendre ce poste-là là, en finance. C'est tellement un bel emploi. Moi, je suis CPA, donc j'ai travaillé pour un grand cabinet comptable plusieurs années. Puis, c'est la vérif qui m'intéressait. Donc, je cherchais quelque chose qui pouvait aller dans ce sens-là. Puis, j'ai pu avoir un poste d'inspecteur en valeurs mobilières à la CVMQ. Puis ensuite, je passe aux enquêtes. Aujourd'hui, on va parler de fraude, en partie. Avant de commencer puis de présenter le rôle de l'AMF au Québec, est-ce que tu pourrais nous mettre l'eau à la bouche puis nous parler d'une fraude qui t'a marqué ou un moment dans ta carrière spéciale? Un moment dans ma carrière qui m'a marqué. Je peux peut-être te parler de la première fois que j'ai rencontré un témoin. OK. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment un bon moment, mais ça m'a vraiment marqué. C'était un monsieur. C'était un monsieur qui était à la retraite, un ancien laitier. Il avait été laitier toute sa vie. Ouais. Oui, puis en fait, il avait investi tous les fonds de sa retraite dans une affaire d'action. C'était des placements boursiers dans des mines, puis il avait pas mal tout perdu. Donc, ça m'avait fait beaucoup de peine, puis il est toujours resté dans ma mémoire, ce 100%. monsieur-là. Donc, ça donne le goût de travailler. Ça donne le goût de faire que ça se reproduise pas. C'est vraiment vrai. Peux-tu nous parler maintenant de l'AMF? Le rôle de l'AMF, c'est quoi l'AMF? Parce que peu de gens à l'université je pense qu'ils savent c'est quoi. Là. On fait beaucoup de choses à l'AMF. Oui. Mais en gros, c'est d'encadrer les marchés financiers puis de protéger les investisseurs. Puis comment on fait ça? On fait ça de plein de façons. On fait ça notamment par la réglementation. Donc, dans le fond, on a 12 lois qui sont administrées par l'Autorité des marchés financiers. Okay. C'est quand même quelque chose. De mon côté, moi, je suis principalement spécialisée avec la loi sur les valeurs mobilières puis les instruments dérivés. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout 100%. De ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, on travaille au niveau de la réglementation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On inscrit des gens. On inscrit des gens, des firmes, des cabinets en épargne collective qui vendent des fonds mutuels, des sociétés qui font de la gestion de portefeuille. On supervise des bourses, des systèmes de négociation parallèles aussi. On vise des documents, on vise, c'est un grand mot, là, mais on vérifie des documents financiers qui sont remis aux investisseurs pour s'assurer qu'ils sont corrects puis que la réglementation est respectée. On fait plein de choses. On fait des inspections. Donc, les gens qui sont inscrits, on se rend sur place pour aller les visiter, pour aller voir si tout se passe bien, si tout est intègre. On fait de la sensibilisation, de l'éducation financière. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est le fun. Puis, évidemment, on fait des enquêtes. Je suis un enquêteur, donc on fait des enquêtes. On doit vérifier est-ce que la réglementation est respectée ou pas. Puis, on intervient. Autrement dit, c'est vraiment de protéger puis de réglementer. C'est un peu ça, tout le marché financier. Bien. Bon, je suis bon. On a parlé d'inscription, mais pourquoi c'est important d'une entreprise de s'inscrire à l'AMF? D'une part, on doit s'inscrire si on fait des activités réglementées. C'est obligatoire.
Oui, c'est obligatoire. Okay. Il y a certaines dispenses, là. Donc, selon qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vend, à qui il y a des dispenses qui existent. On peut en parler plus en détail si tu veux, mais le principe, c'est que dans le fond, les gens qui sont inscrits, si on parle des personnes, par exemple, ces gens-là, ils ont des exigences, on a des exigences, en termes de qualification, de formation. Donc, au moins, on s'assure qu'on fait affaire avec des gens qui sont formés. Puis les firmes qui les engagent, parce que généralement, ils travaillent pour des firmes, ils les supervisent. Donc, ils s'assurent que tout se fait selon les règles de l'art. Donc, faire affaire avec une firme inscrite, c'est pas une garantie de faire de l'argent, mais c'est au moins une garantie de faire affaire avec des gens qui sont qualifiés. Qu'est-ce qui décide qu'à l'AMF, vous ouvrez une enquête? C'est quoi le point là, culminant qui décide ça? Là? En fait, on va peut-être commencer par d'où ils viennent, les enquêtes. 100%, on va partir du début, puis ça va te permettre de comprendre 100%. en même temps. Donc, l'idée, dans le fond, on appelle ça des intrants chez nous. Donc, les dossiers, ils viennent comment chez nous? Évidemment, ils viennent de plaintes. Je ne fais pas de cachette, là. C'est assez... on s'attendait à ça. Donc, oui, ils viennent de plaintes. Ils viennent de gens qui appellent pour s'informer sur différentes situations. Ils viennent de détection. Donc, on est sur le web, aussi sur les marchés financiers pour détecter des infractions, des irrégularités. Il y a un nouveau programme d'autodénonciation et de coopération. Donc, les gens, par exemple, qui auraient commis des manquements ou des infractions puis qui voudraient se dénoncer ou bien collaborer pleinement à une enquête, leur objectif, c'est justement de éventuellement, possiblement, avoir des allègements au niveau là, des sanctions, mais il y a aussi de là que ça vient. Donc, ça vient de toutes ces sources-là. On part de là. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés à analyser ces dossiers-là pour déterminer, y en a-t-il des infractions ou des apparences d'infractions qui font en sorte qu'on veut aller plus loin. Puis, ce qui nous intéresse principalement, c'est est-ce que ce sont des Québécois qui font des infractions ou si c'est des infractions qui visent spécifiquement là, les Québécois. Donc, c'est comme ça que ça part. Puis, c'est une différence? Si c'est un Québécois ou c'est pas un Québécois dans l'équation? Au niveau de est-ce que la personne agit légalement? Non, parce qu'à partir du moment où on est au Québec puis qu'on effectue, par exemple, des placements, on est visé. Puis aussi, si on fait des placements auprès des Québécois. Donc, c'est la même chose. On a quelqu'un à l'étranger qui vend des placements auprès d'un Québécois, lui aussi devrait être inscrit. Donc, là, je déraille, là, mais et s'il y a une activité qui est frauduleuse que vous apercevez, comment ça fonctionne? Est-ce que vous allez faire des avertissements ou est-ce que vous pouvez aller dans l'espèce de discipline? Oui, puis on utilise le mot fraude, mais nos dossiers, c'est pas que de la fraude. C'est aussi est-ce que les gens sont inscrits, est-ce qu'ils remettent les documents d'information aux gens pour les aviser de plein de choses, il y a plein d'affaires là-dedans. Mais dans le fond... grosso modo, ça va varier. Ça va varier évidemment avec la gravité de ce qu'on trouve. Ça peut être qu'on envoie des lettres d'avertissement. Ça peut être qu'on cogne chez quelqu'un pour aller le rencontrer, pour lui poser des questions. Ça peut être qu'on fait enquête, qu'on fait de l'infiltration. On a des faux profils dans plein de médias sociaux où on fait des validations pour voir si j'étais un investisseur, qu'est-ce qu'on me dirait? C'est quoi qui est le speech de vente? Donc, en fonction de tout ça, on va déterminer qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, ça peut aller vers des mesures conservatoires où là, on va bloquer des actifs. Des actifs, des comptes bancaires, des comptes de courtage, c'est assez vaste. En fait, on demande au tribunal des décisions de bloquer. Puis ça finit par un blocage. Puis aussi d'interdire ces gens-là d'agir illégalement. Là, ça devient public. On a parlé de loi sur les valeurs mobilières. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Moi, je suis vraiment pas... Je ne sais pas c'est quoi. C'est vraiment vaste, la loi sur les valeurs mobilières, mais je vais te parler, dans le fond, du principal, de ce qui est, à mon sens, à moi, d'intérêt, puis dans le cadre de mes enquêtes, sur quoi je travaille. Dans le fond, la loi, ce qu'elle prévoit, on a déjà parlé qu'on inscrit des gens. Justement. Donc, dans le fond, on a un régime d'inscription. Il y a des gens qui doivent être inscrits. Donc, la loi sur les valeurs mobilières le prescrit. Dans quel contexte tu dois ou pas être inscrit? Il y a aussi des dispenses. Donc, dans d'autres contextes, tu n'as pas besoin d'être inscrit. Alors, on doit être inscrit, par exemple, pour offrir, vendre des placements, gérer les comptes d'autres personnes. On a des plateformes d'échange de crypto aussi qui sont inscrites à titre de courtier. Donc, il y a différentes formes d'inscription, puis de dispenses. Donc, moi, je dis, par exemple, on doit, si tu veux, gérer le compte d'autres personnes, prendre leur argent, faire des transactions pour eux, tu dois être inscrit comme conseiller. Mais on a des dispenses, par exemple, ou donner des conseils, par exemple. On a, si tu prends un journaliste qui, lui, écrit des articles de journaux sur des titres en particulier, on ne va pas lui demander de s'inscrire. Donc, il y a une dispense qui existe pour les conseils généraux. Donc, c'est vraiment un régime là, de base. On doit s'inscrire, sauf si. Fait que ça, c'est l'inscription. Puis après ça, il y a tout ce qui est information. Donc, il y a des documents d'information, j'ai dit peut-être prospectus déjà, notice d'offre. Donc, ces documents-là, on les vise, on les regarde. Ils doivent être remis aux investisseurs avant qu'ils investissent.
comment... Parce que là, ce que je comprends, c'est que les gens doivent s'inscrire, les sites doivent s'inscrire aussi, si j'ai bien compris. C'est pas les sites, dans le fond, c'est les entreprises Okay. et les individus qui exercent qui doivent s'inscrire. Qu'est-ce que la crypto a changé à la donne à travers tout ça? Ça fait pas longtemps, la crypto? C'est quand que vous avez vu comme l'arrivée crypto dans vos différentes activités? Moi, ça a commencé 2017-2018 où la crypto s'est introduite aux enquêtes. Je pensais que c'était une mode, j'avais pas besoin de l'apprendre, mais ça a l'air que c'était pas ça. Donc oui, la crypto s'est invitée. La crypto, c'est pas... La loi sur les valeurs mobilières est prescrite. Elle dit c'est quoi les formes d'investissement qui sont assujetties, à quoi ça s'applique. Les actions, les obligations, on le sait. Mais la crypto n'est pas mentionnée dans la loi sur les valeurs mobilières. Ce qui est mentionné, c'est plutôt la notion de contrat d'investissement. Ouais. Puis c'est en termes de contrat d'investissement que là, la crypto, d'une part, peut être assujettie, ou là, quand on la vend, on doit donner des documents d'information, s'inscrire. Okay. Puis aussi, par exemple, les plateformes d'échange de crypto, parce qu'il y en a des plateformes inscrites, on a le droit là, de transiger des des crypto-actifs. C'est pas une infraction de transiger pour soi-même des crypto-actifs, mais vous le faire à bonne place. C'est quoi le rapport, mettons, c'est plus facile pour des fraudeurs de créer des sites via les cryptos versus d'autres actifs, je ne sais pas. Je pense que c'est assez vaste sur quoi les fraudeurs créent des sites ou offrent des produits ou sur les médias sociaux, parce que ça se fait beaucoup là. Mais ce qu'on remarque quand on regarde, on a beaucoup de cas de dossiers de plateformes frauduleuses qui rentrent chez nous. On a des 250, 300, 350 intrants par année qui sont liés à ça. Donc, c'est vraiment complètement des plateformes frauduleuses. Et puis, quand on regarde la progression ils offrent quoi, ces plateformes-là? De plus en plus, c'est des cryptos. En 2025, à date, on est autour de 90% de ces plateformes-là qui sont liées à des cryptos. Donc oui, la crypto... Mais tu sais, c'est toujours pareil. Hein? Le principe, c'est... On se dit tout le temps, c'est quoi les fraudes qu'on voit le plus souvent? Mais ça revient toujours, en tout cas pour les dossiers que moi je traite, à... Donne-moi de l'argent, je vais te faire beaucoup d'argent rapidement, sans risque, il n'y en aura pas de problème. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais faire du forex, des transactions sur des devises. 100%. Ça a été ça un temps beaucoup, il y en a encore. Ça a été la crypto, là, on parle d'intelligence artificielle, genre un robot trader. Donc, ça change au fil du temps, mais ça revient à peu près au même. Là. On n'a pas du gain, puis c'est ce qu'on vend. Puis, est où la ligne de fraude? C'est quand qu'on dit, OK, ça, là, c'est une fraude. Parce que, tu sais, moi, j'en vois plein de choses sur Instagram, des gens qui viennent pour te proposer des choses, puis c'est pas nécessairement de la fraude. Mais vous la tracez où, la fraude, dans toutes les formations? C'est difficile. C'est une question difficile que tu me poses. Elle est bonne, par exemple, mais elle est difficile parce que chaque dossier est un cas d'espèce. C'est une réponse plate, puis c'est pas la réponse que je veux te donner, mais, par exemple, je vais te donner un exemple. Ça va peut-être mieux imager l'affaire. Nous, quand on regarde des gens qui lèvent des fonds en vue de projets X, Y, Z, puis que finalement, ils investissent pas l'argent dans ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire avec, puis ils s'achètent des biens personnels. Et dans le fond, ils utilisent les fonds pour leur train de vie de luxe. Mais là, on est dans un contexte de fraude. Okay. Ça répond tout à ta question. 100%. Okay. Puis, dans les dernières années, est-ce que vous avez vu, c'est quoi la tendance des fraudes en général? Ou, par exemple, si on regarde vraiment crypto, là, est-ce que vous avez vu, depuis la pandémie, que ça a explosé ou... Je sais, j'ai de la misère à répondre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a plus parce que, comme je te disais, ce qui rentre, je parle de plateforme d'investissement frauduleux, là, on est rendu, c'est très, très, très crypto. Ouais. Ça l'était moins avant, puis ça se modifie. Donc, mais tu sais, c'est la saveur du jour, là. C'est encore la saveur du jour, je pense. 100%. Donc, c'est ça. OK, très cool. Est-ce que ça vous arrive de faire affaire avec d'autres pays dans vos activités? C'est une question que je me posais. Certainement. Oui. En fait, ça arrive souvent parce que, surtout dans le domaine de la crypto, mais dans bien des domaines, c'est le cas. D'une part, on a dit que ce qui nous intéressait dans nos dossiers, c'est des Québécois qui offrent l'investissement à partir du Québec. Il y en offre partout sur la planète. Maintenant, l'Internet fait qu'on a accès au monde. Donc, dans ce sens-là, des fois, on a besoin de parler à des investisseurs étrangers. Ouais. Bien, on n'appelle pas un investisseur étranger, règle générale. On va passer par le pays où il se situe. Puis, pour faire ça, on a signé, je pense qu'on est rendu à 130 ententes internationales de collaboration. Puis ça fonctionne vraiment super bien. Okay. Donc, on fait des demandes d'assistance. Puis à ce moment-là, ils peuvent soit aller chercher des témoignages pour nous ou ils peuvent ou aller chercher des documents, les documents bancaires, par exemple, si l'argent est rendu dans une banque étrangère. Puis la crypto, c'est le pire parce que les plateformes sont souvent à l'étranger. Ouais. On a des plateformes inscrites chez nous, mais malheureusement, les fonds ne restent pas toujours dans des plateformes inscrites chez nous. Donc, ça s'en va à l'étranger. Puis on a aussi des dossiers en collaboration où, par exemple, on a des cas qui nous intéressent
avec les Américains, par exemple, ou on travaille avec des organismes américains, vraiment sur des enquêtes. Donc, on coordonne nos actions. Moi, j'ai l'exemple en tête des fraudes amoureuses où est-ce que des gens font confiance à d'autres personnes dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des moyens pour eux après ça d'aller chercher leur argent ou la réponse est non? Bien, la réponse est difficile. D'une part, j'ai le goût de dire, s'ils pouvaient rapidement contacter les autorités policières et nous, là, tout le monde peut, dans le fond, dans nous, les autorités policières peuvent agir là-dessus, mais surtout si on est dans la crypto, c'est pas toujours simple. Ils peuvent aussi contacter leurs institutions financières, la banque émettrice de la carte de crédit, souvent ils payent leur carte de crédit, ils peuvent essayer d'aller faire des démarches, puis nous aussi, nous notre rôle, c'est qu'on a quand même des grands pouvoirs, puis ça va vite, puis ça va souvent plus vite que la police pour aller bloquer des fonds, quand on est capable, quand ils sont encore là. Okay. Donc, on veut pas faire de faux espoirs non plus. Dans certains cas, c'est possible. C'est pas la majorité des cas, mais il faut que les gens comprennent qu'à partir du moment où ils font affaire avec des entreprises, puis souvent, ils savent pas c'est quoi les entreprises, ils savent pas sont où. Souvent, ils sont pas. Au Canada, ben les risques sont là. Qui récupèrent pas. C'est pas évident. C'est drôle parce que là, j'apprends à découvrir un nouveau métier, c'est vraiment drôle parce qu'on se le fait pas montrer à l'université. Selon toi, là, plus je déraille de mes questions, là, mais qu'est-ce que ça prend pour être dans tes chaussures à toi? Mettons, des qualités que quelqu'un à l'université... pas évident? En partant, c'est certainement d'être curieux. Ouais. La curiosité, d'être intéressé. La justice, moi, ça me motive beaucoup, là, la justice. C'est un grand mot, mais pour moi, c'est important. Il faut vouloir aussi faire le bien, aider le monde. Ouais. Donc, il y a beaucoup de ça, mais être enquêteur, moi, je pense que c'est quelque chose que tu as dans toi. Oui, ça s'apprend. Il y a plein de techniques, il y a plein d'affaires, mais de base, là, c'est souvent quelque chose qu'on a en soi. Puis moi, je trouve que c'est un métier fantastique. Puis surtout dans la crypto, pour ma part, j'apprends tous les jours. Là. C'est pas répétitif. Oui, il y a une certaine répétitivité, là, mais ça va dans tous les sens. Là. Fait que, on apprend tout le temps. Puis c'est quoi la tendance de la crypto-monnaie? Est-ce que vous, à l'interne, vous dites... Voici vers où ça va s'enligner. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation? Puis avec l'intelligence artificielle à travers tout ça. Bien, c'est difficile pour moi de te répondre. C'est plus ou moins dans ma ligne d'affaires, je te dirais. Là, mais on voit que les gens ont de l'intérêt, les gens veulent faire de l'argent rapidement. Il y en a qui en ont fait dans la crypto. Ouais. Donc ça. Je veux qu'on parle de tendance. Tendance vers où qu'on s'enligne. C'est vraiment ça parmi les dernières années. Là. Y a-t-il des nouveaux types de fraude versus ce qu'on voyait avant versus ce qu'on voit aujourd'hui? On peut peut-être commencer avec ce qu'on voyait avant si tu as des idées de qu'est-ce qu'on... Je pense que, la crypto, il n'y en avait pas avant. Comme je disais, ça fait quand même quelques années qu'on a commencé. J'ai tendance à dire que ce qui était plus vu avant était plus conventionnel, était plus, du bouche à oreille. Là, Internet donne accès à tout le monde rapidement, les médias sociaux. Donc c'est beaucoup axé là-dessus. On voit de plus en plus là, des fraudeurs qui sont des professionnels de la fraude. Il y en a toujours eu, mais je pense que là, c'est à grande échelle. Je disais, le nombre d'appels qu'on a par rapport à ça est énorme. Puis ça continue. Là. Nos chiffres de 2025, on vient de dépasser ceux de la dépassation de novembre. Donc, ça continue, puis ils sont structurés, ils sont organisés. C'est des groupes, c'est pas des personnes toutes seules, là. C'est difficile de le dire. Souvent, ils sont à l'étranger. Mais généralement, je pense que c'est plus du crime organisé, d'après ce qu'on voit. Puis c'est des gens qui tentent d'établir la confiance. Ils vont rentrer d'une manière ou d'une autre en contact avec des Québécois. Puis après ça, ils vont les travailler au corps. Là. Ils font de l'ingénierie sociale, ces gens-là. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc, on en voit de plus en plus, on en voit beaucoup. Puis ce qui est triste, c'est que les gens qui se font prendre à froid après, ils disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait? » Je le regarde à froid, puis ça n'a pas d'allure. Dans quoi j'ai embarqué? Puis ils sont gênés, mais ultimement, là, c'est des pros, ces gens-là. Donc, c'est ça. J'ai de la misère à me dire qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes de base. J'en parlais avec une amie, et puis je me disais... On dirait que tout le monde est gentil dans la vie. Est-ce que eux, dans d'autres pays, puis là, t'es pas obligé de répondre, là, mais est-ce que dans d'autres pays, ils voient vraiment ça juste pour un gain, puis c'est juste un numéro derrière un téléphone, ou puis c'est pas grave, puis est-ce que vous... pour moi, j'ai écouté la télé, j'ai vu des reportages qui semblaient dire ça, mais pour moi, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais des gens malhonnêtes, je peux vous dire qu'il y en a. C'est ça existe, là. Oui, ça existe. Oh là 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 là. Malheureusement, oui. C'est triste. Ouais. Les LMNOP, c'est quoi?
On en voit de plus en plus, je pense. On en voit de plus en plus, puis ce qu'on remarque, c'est quand les contextes économiques sont défavorables, il en sort de nouveau. Moi, j'en pousse, là. Il y en a beaucoup de ça, puis justement, là, en ce moment, on en voit beaucoup chez nous. Multi-level marketing, c'est ça, les lettres de MLM. C'est de la vente à paliers multiples. Généralement, on a une forme comme ça. Ouais, je dis pas que c'est une pyramide, parce que c'est une autre histoire, les pyramides, mais quand même, dans le fond, c'est... Ils ne sont pas tous là, des investissements, les MLM. Il y en a que oui. La question, c'est est-ce ou pas un investissement? Il y en a plein qui ne le sont pas, mais il y en a qui le sont. Puis l'idée, c'est une structure de référencement où on a des gens qui recrutent des gens, qui recrutent des gens et qui se partagent les commissions. Est-ce que vous avez eu un exemple de ça récemment ou dans le passé, là, vraiment flagrant? Oui, on a Lightning Shared Scooter. Ça ne se passe pas ici, là, ça se passe à l'étranger. Mais il y a beaucoup de gens au Canada qui ont investi dans ça. C'est une patente, moi je dis que c'est des patentes, mais l'idée derrière ça, c'était des scooters électriques qui allaient être loués en Asie. Puis les gens investissaient là-dedans, puis il y avait un partage des revenus. Fait que quand je parle de la composante investissement, je reviens à mon contrat d'investissement. Puis je peux t'expliquer ce que c'est un peu plus en détail. Le contrat d'investissement, c'est assez simple, somme toute. Ce que c'est un contrat. C'est vraiment un contrat dans lequel les gens investissent dans le but de générer des rendements. Dans une affaire. C'est vraiment affaire, le mot. Dans une affaire, dans une entreprise, dans laquelle, évidemment, il y a des risques. Là, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire de l'argent, mais l'objectif, c'est de faire de l'argent alors qu'ils ne possèdent pas les connaissances ou qui, dans le fond, n'ont pas leur droit à dire sur les décisions de l'affaire. Donc, c'est vraiment ça. Là. Dans le fond, ils font de l'argent par le travail d'autrui. C'est horrible. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est vraiment dans n'importe quoi. Souvent, on dit l'autorité des marchés financiers, la bourse, les actions. Non. Les contrats d'investissement, on en a beaucoup de dossiers de ça dans les MLM ou pas. Ah, ouais. Puis c'est vraiment dans n'importe quoi. Je vais te donner un exemple. On a eu un dossier dans les chevaux de course. T'attendais-tu que je te dise ça? Non, hein? Bien, c'est ça. C'était ça. On disait aux gens, investis, je vais te donner un rendement de 20 Puis ce qu'on va faire, on va acheter les chevaux de course. On va les faire courir, on va faire de l'argent. C'est comme ça qu'on va te payer. Les gens ne connaissaient pas ça, les chevaux de course, ceux qui investissaient là-dedans. Puis il n'y avait rien à dire, c'est pas eux qui opéraient. C'est ça, un contrat d'investissement. Ça peut être des patates, des tomates, c'est pas grave. C'est qu'on te dit, regarde, donne-moi de l'argent, je vais t'en faire, puis tu n'auras rien à faire en somme. Puis tu connais pas ça. Bon, dans ce temps-là, après, les gens viennent vous voir, puis vous découvrez ces nouvelles... on fait de la détection. Donc, on est sur le web, on détecte. Mais oui, principalement, c'est des gens qui finissent par venir nous voir. Et on espère qu'ils viennent tôt pour qu'on puisse protéger les fonds, mais s'ils viennent tard, plus ils viennent tard, plus c'est difficile. Là. Puis, est-ce qu'il y a des nouvelles générations de méthodes? Est-ce que c'est plus conservatrice, puis genre, les méthodes se ressemblent, ou comme les chevaux, c'est une nouvelle chose, puis il y a de plus en plus des trucs comme ça? C'est n'importe quoi. Mais là, on voit la crypto, donc on a souvent de la crypto, mais je parlais des scooters électriques, donc c'est encore une fois... C'est toujours du renouveau. Ça peut être n'importe quoi, ultimement, mais ils vont essayer d'aller dans des choses qui ont de l'intérêt. Il y a de l'intérêt dans la crypto, il y a de l'intérêt dans l'intelligence artificielle, Donc, ils vont s'orienter, mais l'idée, c'est qu'ils ont une affaire. Je vais faire l'argent, puis tu vas en faire en même temps. Donc, ça peut être à peu près dans n'importe quoi. Puis, il y a quelque chose d'important par rapport au MLM. Oui. Je disais que c'est une structure où tu as des gens qui réfèrent des gens, puis éventuellement, il y a des commissions qui se partagent là-dedans. Mais la loi sur les valeurs mobilières, est claire. Et ce qu'elle dit, c'est que, si tu vends des placements, il faut que tu t'inscrives. Je fais ça simple. Oui, 100%. Mais si tu fais de la publicité, du démarchage, tu recherches des clients en vue que quelqu'un d'autre vende des produits financiers parce que tu fais du référencement puis tu vas être payé pour, là aussi, tu agis comme courtier. Dans ce contexte-là ou de structure à paliers multiples, les gens qui recherchent d'autres gens pour investir, eux autres aussi agissent illégalement là-dedans. Ah ouais. Donc, il y a un angle différent aussi par rapport à ça, où à un moment donné, ils ont des grands réseaux, parce que c'est du marketing de réseau. Là. Mm-hmm. Donc, ils ont des grands réseaux, donc ils peuvent agir beaucoup illégalement, puis à ce moment-là, ça peut devenir plus grave. Quelque chose. Oui, Mon Dieu Seigneur. C'est ça. Je veux qu'on parle de finfluenceurs, ou les influenceurs financiers. Comment tu décrirais les finfluenceurs? Les influenceurs financiers. En somme, puis on a une définition sur notre site. Je ne l'ai pas, je ne peux pas la lire. Mais en somme, c'est des gens qui utilisent leurs médias sociaux pour faire la promotion ou donner de l'information sur des produits services financiers. Je sais faire ça simple. Y a-tu,
dans la même ligne d'idée, est-ce que depuis les dernières années, vous avez vu une tendance de ça ou une augmentation? Depuis la pandémie, y a-t-il un mouvement? Oui, il y en a de plus en plus, puis c'est pas nécessairement pas une bonne affaire. Non, c'est ça, exact. Oui, on peut voir, il y a deux côtés à la médaille. Ouais. Là. On a des gens qui s'intéressaient pas aux finances, à l'investissement, parce que c'était obscur, pas intéressant pour eux autres. Puis là, avec les influenceurs, ils s'y intéressent, donc c'est bon aussi. Là. Ouais. C'est pareil pour la crypto, là. C'est pas juste mauvais, là. C'est correct aussi de transiger de la crypto. Donc, on a ça, mais oui, on en a beaucoup. Et puis, les gens qui consomment ces conseils-là d'influenceurs financiers, ben est-ce qu'on les informe comme il faut? C'est ça la question. Est-ce que ces gens-là... Il n'y a pas de permis d'influenceur financier... comme tel. Ouais. Évidemment, si les influenceurs vont plus loin, puis ils recommandent spécifiquement à des gens d'acheter telle affaire ou telle affaire, là, on est ailleurs, on rentre dans nos définitions de tantôt. Mais après ça, c'est aux gens qui consomment ces conseils-là de s'assurer que c'est pas n'importe quoi. J'avais vu en France, je ne sais pas si ça se fait au Canada, un certificat de l'influenceur responsable, quelque chose comme ça. Puis c'est comme une mini-formation que l'autorité donne à ces influenceurs-là, puis qui se développent, puis que c'est ça. Quand ils ont ce certificat-là, ben, ils sont certifiés, puis ça veut dire que... Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable ici ou... Non. Non, hein? Non. C'est différent. Puis les influenceurs, ça apporte un défi, parce que plus il y en a, ben, c'est plus difficile de contrôler l'information, là. Bien, ça apporte un défi, oui et non, mais en quelque part, ils sont publics. Hein? À partir du moment où on peut les écouter en ligne, on peut voir, y a-t-il ou pas un problème. Puis on a eu un projet... l'automne dernier? Non, pardon. L'été dernier, ça va vite. Ouais. L'été dernier, sur les influenceurs financiers, justement, pour aller les identifier, en identifier beaucoup. C'est fait avec plusieurs pays, dont... dont le UK, le FCA qui était le lead là-dessus. Mais on a communiqué avec beaucoup d'influenceurs financiers. Puis, justement, on a aussi publié une page sur notre site pour les informer, eux. On informe toujours le public, puis beaucoup le public, mais on voulait les informer, eux, de faire attention. À partir du moment où, justement, ils recommandent des produits spécifiques ou qu'ils ne donnent pas toute l'information, ils recommandent quelque chose, mais ils ont un avantage financier en dessous, bien, là, il y a peut-être des problèmes. Donc... C'est quoi votre relation avec les influenceurs? Est-ce qu'ils ont peur de l'AMF? Est-ce qu'ils voient l'AMF plus comme la police derrière tout ça? On devrait leur demander à eux, mais ceux à qui j'ai parlé, ils étaient vraiment ouverts. Je ne savais pas trop comment ça se passerait, mais on en a parlé à plusieurs, justement pour les aviser et faire en sorte de... On n'est pas plus intéressés qu'eux qui franchissent la ligne. Là. S'ils veulent rester du bon côté de la force, ben c'est bien correct, c'est ça qu'on veut. Donc, on voulait aussi les informer, leur parler, puis il y en avait qui avaient des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes, ben ils ont redressé le tir. Donc, ça a été, somme toute, pas mal positif. Puis, est-ce que... Moi, j'écoute beaucoup de vidéos YouTube. Je suis un fan de YouTube, puis je vois beaucoup d'influenceurs financiers qui mettent de l'avant ceci n'est pas un conseil financier, disclaimer. Est-ce que ça les protège de tout de dire ça? Pas pantoute. Pas pantoute. Non, ben non, on voit ça souvent dans nos dossiers. Sur les sites Internet, il y a un disclaimer en bas où c'est pas... c'est une question de fait. C'est pas une question de ce que tu écris, mais c'est ce que tu fais. C'est ça qui est analysé. Je ne suis pas un fraudeur, mais je fraude. Non, ça marche pas. OK, très bien. Puis, est-ce que... On en parlait tantôt, donc j'ai déjà la réponse, mais les jeunes à travers tout ça, est-ce que c'est eux qui sont les plus impactés par les influenceurs ou c'est plutôt les vieux? C'est les plus vieux? Bien, en fait, je pense que les influenceurs, c'est plutôt les jeunes qui les suivent. Mais après ça, est-ce qu'ils les suivent? Est-ce qu'ils obtiennent de la bonne information? Oui. Parce que c'est pas évident. Tu sais, moi, je me remets dans mes bottes quand j'étais au secondaire. Là. Tout ce que tu veux, c'est de te construire un patrimoine. Tu veux avoir un métier, une vie, etc. Puis là, tu sais, tu travailles fort à l'école. Puis quand tu viens chez toi, quand tu prends l'autobus, tu arrives chez toi, tout ce que tu vois, c'est la personne que tu veux devenir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ça. Donc, tu sais, la personne que tu veux devenir, là, tu la vois 50 fois avec des vidéos différentes, des « achète ça, tu vas devenir millionnaire, achète ci, achète ça, achète ça ». C'est pas évident. C'est pas évident pour un jeune en 2025 c'est ça, d'avoir un parcours qui est linéaire sans passer par des petites affaires. Puis il y a beaucoup de formations. Puis la formation, c'est, en tout cas, en grosse partie, c'est pas frauduleux, là, on s'entend. Là. Ben oui. Mais
c'est pas évident pour les jeunes. Si tu te remets à ta place, toi, quand tu étais jeune, ou plus, tu étais encore très jeune. Pas tant, mais bon. Est-ce qu'il y avait comme la même dynamique avec les Mais non, jeunes? on n'avait pas d'Internet, ça règle le cas. Là. Mais c'est que ça vient à eux. J'en ai des jeunes, là, j'ai des enfants. Ouais. Donc, ça vient directement à eux, ça vient les chercher dans les médias sociaux directement. Puis on voit que dans certains cas, ben, les jeunes ne sont pas juste victimes. Ils sont eux autres aussi. Ils respectent pas nécessairement la loi, eux autres non plus. Puis on voit des jeunes qui arnaquent des jeunes. Donc, c'est pas facile, mais je veux pas être paternaliste, ça revient toujours à la même affaire. Là. Ouais. Informe-toi. Donne pas ton argent à n'importe qui que tu connais pas. Fais tes vérifications. Obtiens le nom de... C'est qui la vraie compagnie derrière le site que tu regardes? Je vous le dis, là, moi, je les cherche et j'ai de la misère à trouver. Donc, c'est qui les gens? C'est à qui je parle? Ils sont où? Puis ça se vérifie. Ouais. L'Autorité des marchés financiers, là, si on n'a pas le goût de faire un téléphone, parce que de moins en moins, je constate que les jeunes ont le goût d'appeler au centre d'info, mais on en a pareil, là, mais... Ouais. C'est sur notre site Internet, ça se vérifie, c'est facile. Puis s'il y a moyen d'appeler au centre d'information, puis ils sont super, ces gens-là, puis ils sont à l'écoute, ils vont vous aider à vous orienter au moins par rapport à ça. Okay. Ouais. Puis l'entreprise, le registraire des entreprises du Québec, ça, c'est simple. Là. C'est la ça solution. Ça coûte rien, là. Un coup, on a trouvé la compagnie parce qu'on a fini par la voir, mais elle était inscrite au registraire des entreprises du Québec, au moins, au minimum. Donc, il faut faire nos devoirs comme il faut. Puis, ben oui, ils ont accès à nous, mais on a aussi accès, les jeunes ont accès à l'information. Il faut juste qu'ils aillent la chercher et qu'ils ne soient pas trop pressés. Puis, exemple, j'ai mon cellulaire, puis je me balade, puis j'ai plein d'annonces, puis plein de... Qu'est-ce qui devrait me faire douter? C'est quoi, mettons, le mot qui revient toujours? Là? Dans les red flags? Ouais. Mais c'est... Quand c'est trop beau pour être vrai, ben ça l'est généralement pas vrai. Ouais. On veut tous, là, il n'y en a pas de miracle. Là. On voudrait tous être multimilliardaires assis dans notre salon à écouter la télé. Mais c'est pas ça qui se passe. On vit pas dans un monde de licorne. Là. Quand ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Donc, prendre un pas de recul. Mm-hmm. Ça a l'air niaiseux, mais en parler à quelqu'un d'autre. Quand c'est nous, ça va vite, on a le goût, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être un ami, n'importe qui. Faut juste en parler, voir. Ça, nécessairement, trop beau pour être vrai, là. Tu sais, on a fait le dossier PlexOne, c'était 1300 quelques % par mois. Ah ouais. C'est possible? Non! C'est ça. Ça donne le goût, par contre. Ben, je comprends, on veut tous, mais on vit pas dans un monde délicat. C'est ça l'affaire. Ça. Donc, en partant de ça, après ça, y a-tu de la pression pour que tu investisses vite? Puis que tu réinvestisses aussi, tu sais, parce que on va commencer par un petit 200, puis je vais comme peut-être en mettre plus, voir si ça fonctionne. Je reçois du revenu, ça a l'air bon. Ouais. Là, t'en mets plus, puis là, finalement, tu ne vois plus jamais ton argent. Donc, si on te demande de réinvestir, d'investir vite, qu'il y a de la pression, et non. Si culture du secret, hey, c'est comme t'es vraiment chanceux. Parce que là, tu sais, dans le fond, je t'offre quelque chose là, à toi. Même parle-en pas, là. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose de particulier, spécial, juste pour toi. Puis je peux pas offrir ça à tout le monde parce que je pourrais pas faire autant d'argent. C'est un autre élément qui dit attention, vérifiez. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mais c'est pas mal du gros bon sens aussi, là. Mais de prendre un pas de recul puis de juste de respirer, attendre, pas le faire tout de suite. Puis la peur de manquer quelque chose, si tu t'en parles, c'est vraiment ça aussi. T'sais. Puis là, je suis plus dans le sujet financier, mais je me rappelle, moi, là, je me suis fait frauder. Là, j'étais au secondaire, je voulais vendre mon MacBook Pro sur un marketplace. Puis là, j'avais hâte que la personne m'offre le prix que je voulais. Et là, le tchoup, 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 il y a un Steve qui est apparu. Ça doit pas être son vrai nom. Fait que je dis son nom. Puis moi, là, je me trouve habile avec la technologie. Je suis allé le stalker, je suis allé sur Facebook. Hey, c'est un grand-père, Puis il y a un historique, là. Puis c'est pas un nouveau compte, là. Fait qu'il n'y en avait pas de problème, là. Puis là, je suis parfait. Puis là, ben lui, il voulait vraiment que j'y envoie le MacBook Pro pour avoir le numéro de tracking avant de me faire le versement. T'sais. Mais j'ai dit, ouais, mais je veux dire, je peux pas faire ça, sinon j'aurais pas moyen si tu me l'envoies pas. Puis il me disait, oui, mais pense à moi, de l'autre côté. Il venait vraiment me chercher avec ça en me disant, moi, je peux pas avoir la certitude que tu l'as envoyé avant de te donner mes fonds, ça me prend le numéro de tracking. Fait que là, j'y envoie ça. Puis après, c'était des... Il n'y a plus de nouvelles pendant 2 jours. Après ça, je dis « Hey, salut! » Puis il me dit « Ah, je suis à l'hôpital, désolé, j'ai pas... » Ça a été ça pendant genre 1 mois. Après, c'est pas évident, tu sais, parce que là, après ça, j'appelle la police. En tout cas, c'est mon premier réflexe de me dire « Ils vont-tu faire quelque chose pour moi? Est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent au bout de la ligne? » Puis là, c'est pas évident pour eux non plus. Puis
je me suis senti pas bien là-dedans. Puis comment il me parlait, ben, ça m'aidait pas à me sentir mieux non plus. On dirait qu'il y avait comme une paternalisation. C'était un peu... C'était pas le fun comme expérience, mais vraiment pas le fun. Puis je me dis, ça doit être pas évident pour les gens qui vivent ça, mais où est-ce qu'ils laissent tout sur la table, là, tu sais. Je suis jeune, je peux me refaire, là, mais des gens plus vieux, est-ce que vous en avez de ça? Vous en avez vu? La semaine passée, jeune dame, 78 ans, elle a mis 600 000, toutes ses économies. Elle a vendu tous ses placements. Puis elle a tout mis dans une plateforme obscure, là, on est comme ça. Ouais. C'est fou raide. C'est ça, c'est fou raide, puis c'est triste. Puis les jeunes, ben, ils ont le goût parce qu'ils ont le goût de faire de l'argent vite, puis que tout va vite. Puis des fois, ils y croient aussi. Ça se peut-tu qu'ils soient jeunes, puis ils y croient? Ouais. Tu sais, c'est correct d'y croire, mais à un moment donné, il faut que tu te poses... Quand c'est ton argent, puis tu as travaillé fort, ben pose-toi une bonne question. Mais aussi, les personnes âgées, ils sont visés par ça. Ils sont souvent seuls. Puis, ben, quand t'es pas tous, mais il y a des personnes âgées qui ont des fonds à disposition. Ils sont à la retraite, là. Ils ont épargné toute leur vie, donc ils sont ciblés. Mais c'est d'une tristesse, c'est ça. Puis on essaie, quand c'est possible, de récupérer des fonds, mais vous comprendrez qu'on peut pas tout récupérer les fonds. Puis ils sont plus là, ça devient difficile. Puis je trouve, chez les jeunes, surtout, on dirait qu'il y a une culture maintenant de... Je vais le faire. Puis même si je me fais frauder, c'est pas grave, je vais me refaire après ça. Puis je le vois comme un investissement en ma personne. Il y a beaucoup de jeunes que je parlais que c'était vraiment ça. Pas vrai? J'investis en moi-même, puis au pire, c'est pas grave, je vais me refaire. Puis je suis comme, c'est correct, mais ça reste de l'argent. Puis si tu calcules, là, je suis un gars de finance. Mais tu sais, si tu fais le x7 sur 10 ans, puis là, tu sais, le fait cumulé, ben, ça fait beaucoup à la fin. Là. C'est clair. Puis tu sais, on voit des nouvelles affaires aussi, puis je trouve ça important d'en parler, où là, on a des jeunes qui investissent, disons, dans une affaire, là, puis éventuellement, ben, ils se font dire, ben, écoute, tu me rendrais-tu un service, je vais t'envoyer de l'argent, tu vas pouvoir juste le transférer à telle place pour moi. Ben là, ils deviennent des mules. Ah ouais. Mais il y en a des jeunes, on en voit, puis beaucoup des jeunes de toutes sortes d'âges, parce que tout le monde peut se faire prendre, là, c'est clair. Mais ça, c'est quelque chose qui est en émergence aussi. Bien, il faut faire attention, parce qu'ils finissent par être partis à l'infraction, sans le vouloir. Pas nécessairement, ils veulent rendre service. Donc, c'est ça, il faut faire attention. C'est fou raide. Les jeunes... c'est pour ça qu'on a des inscrits, puis on a des gens qui sont qualifiés pour le faire. Les jeunes, c'est un sujet, on va continuer à en parler. Juste avant, je veux qu'on remercie encore l'AMF. C'est vraiment, vraiment gentil de collaborer avec nous pour le podcast. Je pense qu'on en retire vraiment une belle discussion, c'est le fun. Je remercie aussi nos partenaires habituels qui nous suivent à travers la saison 2025-2026. L'AFSA, si vous arrivez... Juste toujours une section pas sexy d'un podcast où est-ce qu'on remercie les gens. Je vais essayer de faire ça le fun. L'AFSA, ceux qui rentrent à l'université, vous allez voir, là, si vous vous engagez dans la vie étudiante, vous allez nécessairement rentrer en contact avec eux. Merci à eux. Mallette, qui est vraiment une super de belle firme. Si vous cherchez des stages comptabilité, vérification, allez les voir, ils sont vraiment le fun. IA, pour les gens de Québec qui aiment la finance, ils ont vraiment une partie de gestion d'actifs qui, si ça vous intéresse, c'est ça, les obligations, les actions, allez les voir, ils ont des super de beaux stages. Jarry Lovski Fraser, c'est une entreprise que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment, vraiment le fun. Ils font de la gestion de patrimoine discrétionnaire, donc ils gèrent le patrimoine de familles fortunées. Si ça vous intéresse, allez voir leur site web, c'est vraiment intéressant. Beneva, c'est aussi une mutuelle avant d'être une compagnie d'assurance que tout le monde connaît. Les mutuelles mettent de l'avant vraiment les valeurs, donc c'est avant tout des gens qui se rassemblent ensemble pour s'assurer contre un risque. Donc, allez les voir. Si pour vous, les valeurs, c'est vraiment important, Beneva vous offre ça. Et CFA Québec, merci à vous, CFA Québec. CFA qui est le titre en finance vraiment réputé à travers le monde. Où est-ce que moi je tiens à mon CFA, puis ben, je suis allé voir CFA Québec sur leur site pour avoir plus d'informations. Donc, merci beaucoup à vous. On revient avec les jeunes. Est-ce que c'est toujours bon de commencer à investir tôt? Parce que moi, je me suis toujours fait dire ça. Philippe, t'investiras jamais assez tôt. Est-ce que c'est certain. Bon? C'est la magie de l'intérêt composé. Ouais, c'est pas compliqué. À partir du moment où on génère des rendements plus tôt, puis on fait des rendements sur des rendements, c'est certain. Mais au niveau de la fraude, est-ce que, à quelque part, t'es peut-être trop jeune pour mettre ton argent en bourse puis faire
pas confiance, mais choisir des sites pour transiger. Bien, à partir, je suis plus ou moins, j'ai plus ou moins de connaissances en la matière. C'est quoi les exigences? Je sais que chez certains fonds mutuels, tu peux pas, par exemple, ouvrir des comptes pour des mineurs. Ça se fait de d'autres façons avec les parents en fiducie, par exemple. Ça, mais à partir du moment où on fait affaire avec des inscrits, ils vont évaluer aussi c'est quoi la tolérance au risque, les objectifs de placement. Donc, en quelque part, les jeunes sont plus pris en charge. Après ça, s'ils décident d'aller sur le web et trouver l'affaire dans laquelle ils vont faire du 400 % de rendement, bien là, on est ailleurs. Puis, on a eu des dossiers où on est rendu dans les polyvalentes, où on a des gens qui arrivent avec des McLaren, des grosses voitures de luxe et un style de vie richissime. Ils font des vidéos on voit des piles d'argent. Puis là, les jeunes embarquent là-dedans parce qu'on leur offre toutes sortes de choses. C'est clair. Donc, ben là, à partir du moment où trop être vrai, ben on va se poser des questions. Donc, pendant quoi? Hein? Ouais, pour aller chercher les 18-25 ans, qu'est-ce que vous voyez en termes de... C'est quoi qui marche le plus, mettons, du côté de fraude Forex? C'est quoi que... Ben, on a eu un sondage Omnibus qui a été fait récemment. Je trouvais que c'est intéressant. Ben oui, 100%. Puis justement, les 18-24 ou 18-25, on a pour 30% des gens qui ont dit avoir consulté l'intelligence artificielle en lien avec la gestion de leurs produits financiers. Donc, ben, il y a ça qui marche. 100%, donc, c'est vrai. 30%, c'était beaucoup quand même. 30%, c'est énorme. Oui, c'est quand même énorme. Donc, ben, encore une fois, attention. C'est pas évident. On ne sait pas trop. Parfois, c'est bon, l'intelligence c'est artificielle, mais les sources, il faut valider les sources, puis encore une fois, faire nos devoirs, là, mais il y a ça. Puis l'intelligence artificielle, on la voit de plus en plus. Là. On regarde TikTok, puis c'est rendu que tu peux faire des vidéos avec ton corps qui bouge, puis c'est toi, là, puis c'est... Dans 10 ans, ça va être quoi? Moi, ça me fait peur. Est-ce que c'est des discussions que vous avez? Je sais pas. Ben oui, ça fait peur. Puis on en a des dossiers là, où justement, ils utilisent des subterfuges pour utiliser l'identité là, de quelqu'un d'autre pour faire hey, j'ai investi dans telle patente, j'ai fait de l'argent, tel artiste ou telle personne connue. Là. On en a beaucoup de ça aussi. Donc oui, ça fait peur. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter par rapport à un jeune qui a fait confiance ou qui a perdu de l'argent par rapport à ça? Ben, je vous nommerai pas de cas en particulier, de nom en particulier, parce que c'est plus récent, ce que je dirais, au niveau des dossiers où on voit des très jeunes. Des très jeunes, là, on a des mineurs. Il n'y avait pas ça il y a 10 ans, là. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu il y a 10 ans. Mais donc, c'est des dossiers qui sont en cours où on a parfois déjà intervenu en mesure conservatoire pour protéger les actifs. Mais il y avait un cas, par exemple, où on avait des jeunes filles qui taguaient, excusez-moi l'expression, des jeunes hommes dans des médias sociaux, TikTok, Snap, Instagram, pour proposer justement de l'investissement. Ça fait bizarre, hein? Mais ça fonctionnait. Donc, on a vu ce genre de choses-là qui étaient... on a aussi vu des jeunes qui ont parti un site Internet. Là, je parle de gens qui étaient les fraudeurs, les jeunes, là, mais ça va tous les sens. Mais qui ont parti un site Internet où, justement, on est des traders, on est successful, on fait... vous allez faire beaucoup d'argent, investissez avec nous. On a vu ça aussi. Donc, quand c'est des jeunes qui attirent des jeunes, ben souvent, ça fonctionne bien aussi. C'est fou raide. Ben, c'est fou raide, oui. Ouais. Puis ça, c'est-tu nouveau, ce phénomène-là, de jeunes qui attirent des jeunes? Ben oui, ça, je disais, on voyait pas ça il y a 10 ans. Là. Donc là, on a plusieurs dossiers qui impliquent des jeunes, malheureusement. Et avec le temps, c'est quoi, mettons, l'erreur numéro 1 que vous voyez que les jeunes font qui tombent dans des pièges là, comme ça? Là? Ils vont trop vite, c'est pas compliqué. C'est ça, Tout va vite, hein, on s'entend, ça va vite là, maintenant sur le téléphone. Donc, ils vont trop vite, puis ils sont excités, puis ils ont le goût d'y croire, puis ils vont sans avoir vérifié leurs affaires. Moi, au départ, je me disais que les plus vieux, c'était peut-être eux qui étaient les plus vulnérables. Mais si on fait une comparaison plus jeune, plus vieux, est-ce qu'il y a un groupe qui est plus touché par rapport à J'ai du mal à... Je pourrais pas dire, mais moi, ce que je peux dire, c'est plus que tout le monde est vulnérable. Tout le monde. Pas vulnérable, mais tout le monde peut se faire avoir. Ouais. Dans nos dossiers, là, on a des gens, là, c'est des hommes d'affaires. Là, ils ont des femmes d'affaires encore, qui ont des grosses entreprises, puis ils se sont fait avoir. Puis même des gens qui sont inscrits. Les gens qui ont les compétences, les connaissances. C'est pas toujours grossier, là, les stratagèmes d'investissement frauduleux. Là. Parfois, ça a l'air pas pire, on sait pas trop. Donc,
Encore la même chose. Vérifiez, appelez, regardez sur notre site, faites vos devoirs. C'est vraiment, ça revient toujours à ça. Y a-t-il quelque chose en ce moment qui se passe que. Y a-t-il une fraude en 2025 qui est la plus fréquente? C'est-tu les LMLM? Les MLM, Je l'aurai jamais. Y a-t-il quelque chose qu'il faut vraiment faire attention en 2025 qu'il n'y avait pas avant, puis que là, c'est... Ben, ça se poursuit, là, l'histoire des stratagèmes frauduleux. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. Toujours ça. Ça continue d'être ça. Ils changent la saveur, là, mais ultimement, c'est pas mal toujours ça. OK. Puis pour vraiment conclure tout cet univers-là, comment faire? On en a parlé tantôt, le REC. Comment faire pour voir si quelqu'un est en mesure de me conseiller ou... C'est ça. Dans le fond, c'est de vérifier est-ce que... Ben, pas juste le REC. Le REC, c'est une source... Ouais. Tu sais, on a beaucoup d'informations qui viennent à nous, mais on a beaucoup de sources d'informations. L'Autorité des marchés financiers, c'est facile. L'AMF, le site. On a le centre d'information. Répond au téléphone. Je sais bien qu'on n'aime pas téléphoner, mais on peut écrire aussi. Donc, ça se vérifie au niveau de l'AMF. Puis, au niveau du registraire des entreprises, le REC, ben l'entreprise, elle existe pour vrai. Tu es inscrite. C'est qui ces gens-là? Donc, il y a moyen là, de faire des vérifications simples, rapides et faciles. Pour finir, un conseil que tu donnerais à un jeune là, qui écoute? Ben moi, j'ai le goût de leur dire de continuer d'y croire. Mais ouais. Oui, j'ai pas... C'est très négatif, tout ce que je dis là. Mais il y en a aussi des belles histoires. Puis il y en a des gens qui investissent ou même qui apprennent, puis qui transigent eux-mêmes, puis que ça va bien. Donc, vraiment, continuer d'y croire. Puis c'est moche, mais ça, mais faites vos vérifications. Merci beaucoup. C'était vraiment plaisant. Merci Hélène pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Vraiment, vraiment le fun. Puis on va se retrouver pour un nouvel épisode très bientôt. Merci encore Hélène. Puis à la prochaine. C'est bon. Bye bye. Bye.